En 2021, la Russie a exporté pour 14,6 milliards de dollars d'armes. Puis en février 2022, elle a envahi l'Ukraine. Fin d'année, ces exportations d'armes ont chuté à 8 milliards de dollars, une baisse de 45%. En 2023, elles ont chuté à seulement 3 milliards, une nouvelle baisse de 62,5%. Fin 2024, les ventes à l'export ont chuté sous le milliard, soit une baisse supplémentaire de 2/3 en un an. C'est une chute stupéfiante de 92% des revenus en seulement 3 ans, soit 14 fois moins. De l'argent qui finance la machine de guerre russe. À première vue, c'est un désastre total pour la Russie. La Russie se classe 3e parmi les plus grands exportateurs d'armes au monde, derrière les États-Unis, qui dominent largement, et la France. Et pour aggraver les choses, cette chute calamiteuse des ventes s'est produite alors que le monde dépense plus pour les armes qu'à n'importe quel moment depuis la fin des années 1980. En 2024, les dépenses militaires totales ont augmenté de près de 10%, atteignant 2,7 000 milliards. Il est tentant de conclure que le complexe militaro-industriel russe s'effondre, principalement à cause des mauvaises performances de sa technologie militaire en Ukraine. C'est certainement un facteur. Les acheteurs potentiels ont probablement été effrayés, et cherchent désormais à acheter leur technologie militaire ailleurs. Mais en creusant un peu, on découvre que cette situation cache bien plus qu'il n'y paraît. Et peut-être que cette explication optimiste de la situation cache une réalité plus nuancée et dangereuse. Une réalité qui pourrait frapper durement le monde occidental. Voici ce qui se passe vraiment s'il ignore les signes avant-coureurs. De 2020 à 2024, la Russie a exporté des armes vers au moins 33 pays. Les plus grands étaient de loin l'Inde et la Chine, suivis du Kazakhstan, de l'Algérie, de la Biélorussie, de l'Égypte et du Myanmar. Le reste, à part la Serbie dont les derniers achats remontent à 2021, étaient tous des nations africaines et asiatiques. De grandes puissances régionales telles que la Turquie, l'Iran, le Pakistan, les Émirats arabes unis et le Nigeria aux acteurs internationaux plus modestes comme le Cambodge, la Thaïlande, la Mongolie, le Togo, le Rwanda et l'Éthiopie. Cependant, en 2024, seuls 11 pays ont acheté des armes à la Russie, dans l'ordre de la valeur des ventes: l'Inde, le Kazakhstan, la Biélorussie, le Myanmar, l'Éthiopie, la Chine, le Pakistan, l'Algérie, le Laos, le Mali et le Gabon. Pourquoi les exportations d'armes russes se tarissent-elles et devraient-elles continuer à chuter jusqu'à zéro, comme le montre le graphique? Le principal facteur est évidemment les conséquences de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Premièrement, comme nous l'avons noté, beaucoup d'armes russes, en particulier les stocks de systèmes datant de l'époque soviétique, n'ont tout simplement pas du tout bien fonctionné. Sous la rigueur du premier conflit à grande échelle du XXIe siècle entre des adversaires de même niveau, ou presque. Sur la chaîne Military Show, vous trouverez de nombreuses vidéos détaillant les défauts et insuffisances des chars, véhicules blindés, systèmes d'artillerie, avions de chasse et bombardiers russes, pour n'en citer que quelques-uns. Cependant, il existe peu de preuves, dans les déclarations publiques des anciens acheteurs d'armes russes, qui suggèrent que ce soit la principale raison pour laquelle ils ont arrêté. Le Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ou Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, tient la base de données la plus complète et accessible au public sur les transferts internationaux d'armes. Dans leur rapport annuel sur les tendances des transferts internationaux d'armes, publié en mars, en 2025, Peter Wiseman, chercheur principal, explique que la baisse des ventes est due à une demande accrue d'armes sur le champ de bataille. Les sanctions commerciales entravent à la production et la vente d'armes russes, et les États-Unis et leurs alliés font pression pour dissuader l'achat de ces armes. Les nombreuses sanctions imposées à la Russie depuis son invasion de l'Ukraine en 2022 ont indéniablement joué un rôle majeur. Depuis 2022, plus de 16 000 sanctions contre des individus, 9 200 contre des entreprises et 3 200 contre des institutions ont été imposées principalement par les États-Unis, l'Union européenne et les pays occidentaux. Mais c'est l'impact des sanctions imposées par le président Donald Trump lors de son premier mandat en 2017 qui a probablement le plus affecté les exportations d'armes de la Russie. La loi de lutte contre les adversaires de l'Amérique par le biais de sanctions, ou Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, impose des sanctions aux industries de la défense et du renseignement de l'Iran, de la Corée du Nord et de la Russie. Plus important encore, elle impose des sanctions secondaires aux pays qui font affaire avec ces industries, ce qui s'est avéré efficace. Depuis 2018, le département d'État américain estimait que des gouvernements étrangers avaient annulé des achats prévus de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de la défense russe. En 2019, la menace de sanctions liées à la Countering America's Adversaries Through Sanctions Act a contraint l'Indonésie à annuler un accord de plusieurs milliards de dollars pour l'achat d'avions de chasse russes Sukhoi Su-35.
Depuis le début de l'invasion, la pression mondiale s'est accrue pour cesser complètement l'achat d'armes à la Russie. Les chiffres montrent clairement la preuve. L'Inde, partenaire de défense proche de la Russie depuis des décennies, lui achète annuellement une large gamme d'équipements militaires. La menace de sanctions liées au Countering America's Adversaries Through Sanctions Act est sûrement un facteur majeur. Pourquoi, en 2024, elle n'a acheté que des moteurs de rechange AL-31 pour ses avions de combat Sukhoi, qui sont conçus par les Russes, mais produits sous licence en Inde. De plus, la livraison de ce contrat de 3 milliards de dollars devrait s'achever dans un délai de 8 ans, d'ici 2032, ce qui, espérons-le, sera bien après la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un autre facteur en jeu est le caractère cyclique des ventes d'armes, notamment pour les équipements haut de gamme tels que les systèmes de défense aérienne, les navires de guerre et les avions de chasse. Les pays n'achètent généralement pas ce type de système chaque année, sauf s'ils sont impliqués dans un conflit actif. Ils commandent, puis reçoivent la livraison. Dans les années à venir, il faudra peut-être attendre une décennie ou plus pour que les progrès technologiques nécessitent une mise à niveau, entraînant alors de nouvelles commandes importantes. C'est vrai pour tous les exportateurs et importateurs d'armes, pas seulement pour la Russie. Il est possible que des partenaires d'exportation traditionnels de la Russie, tels que l'Algérie et l'Égypte, possèdent déjà des systèmes achetés durant la dernière décennie. Ils n'auront besoin que de pièces de rechange et de munitions, comme des missiles pour les systèmes de défense aérienne, jusqu'à une mise à niveau majeure. Ces mises à niveau pourraient considérablement modifier la dynamique des exportations d'armes russes, comme nous le verrons plus tard. Cependant, les sanctions et la nature cyclique du secteur ont peu d'impact sur la chute massive des exportations d'armes russes en comparaison. Pour le matelot Wiesmann, un autre chercheur principal au sein du Institut international de recherche sur la paix de Stockholm First Point, il faut plus d'armes sur le champ de bataille. Le taux d'attrition énorme de tous les types d'équipements militaires pendant la guerre a obligé la Russie comme l'Ukraine à détourner la grande majorité de leur production d'armes vers l'utilisation sur le champ de bataille, plutôt que vers l'exportation. En 2019, l'Ukraine était le 12e plus grand exportateur d'armes au monde, mais entre 2020 et 2024, elle est tombée à la 20e place. Ce n'est pas une chute aussi brutale que celle de la Russie, mais c'est comparable. Mais l'Ukraine a le potentiel d'atteindre 35 milliards de dollars de production de défense pour son propre usage en un an, en se concentrant sur les drones d'attaque et les obusiers. Cela démontre la forte demande d'armes ukrainiennes par les forces armées du pays. La défense du pays doit primer sur les exportations, alors que la guerre fait rage et que l'industrie de défense ukrainienne tourne à plein régime pour répondre aux besoins du front. Cependant, en Ukraine, l'augmentation de la production nationale ne suffit toujours pas à répondre à la demande. De 2020 à 2024, l'Ukraine est devenue le plus grand importateur d'armes au monde, recevant 8% de toutes les armes importées dans le monde pendant cette période, soit une augmentation de plus de 100 fois par rapport à ce qu'elle avait importé de 2015 à 2019. Cela n'inclut pas les dizaines de milliards de dollars d'aide économique. La Russie fait face au même problème. La demande élevée d'armes russes par ses propres forces en Ukraine a relégué le commerce d'exportation au second plan. L'Iran a commandé 25 chasseurs Su-35 en 2022. Les 2 premiers avions ont été livrés en 2024. L'Iran fait face à un retard indéfini dans la livraison du reste de la commande. Entre-temps, depuis 2023, le ministère russe de la Défense a annoncé la livraison d'un autre lot de Su-35 modernisés et de nouveaux Sukhoi 57 ES à sa propre force aérienne, tous les 2 à 3 mois. Pour répondre à la demande de ces forces, la Russie a augmenté la production dans tous les domaines, à un niveau stupéfiant et intimidant. En février 2024, Sergueï Shoigu, ex-ministre russe de la Défense, a affirmé avoir presque sextuplé le nombre de chars. Nous les améliorons et modernisons. Le nombre de drones a été multiplié par 17, et le nombre d'obus d'artillerie et de roquettes a augmenté de 17,5 fois. En décembre 2024, Denis Mantourov, le premier vice-premier ministre russe, a déclaré « La production a augmenté de 2,5 fois pour l'aviation de combat et les véhicules blindés, et de 4 fois pour les véhicules blindés légers. Pour certains articles d'artillerie, la croissance a dépassé 1500%. Les chefs militaires occidentaux s'inquiètent de l'augmentation rapide de la capacité de production de défense de la Russie, a souligné en février le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. La Russie produit en 3 mois l'équivalent de la production annuelle en munitions de l'Alliance à 32 membres en 2025. En avril, le général américain Christophe Cavoli, commandant en chef des forces armées conjointes de l'OTAN en Europe, a déclaré devant la commission des forces armées du Sénat que les États-Unis s'attendent à ce que la Russie produise 250 000 obus d'artillerie par mois, une situation intenable. Cela la met sur la voie de constituer un stock 3 fois supérieur à celui des États-Unis et de l'Europe réunie, a-t-il déclaré.
Il a également déclaré que la Russie produirait probablement 1500 chars chaque année, tandis que les États-Unis n'en fabriquent que 135 par an. Les forces terrestres russes en Ukraine ont perdu environ 3000 chars, 9000 véhicules blindés, 13 000 systèmes d'artillerie et plus de 400 systèmes de défense aérienne au cours de l'année écoulée. Mais il est en voie de tous les remplacer, a-t-il déclaré. Les preuves suggèrent que l'industrie de défense nationale accélère à un rythme sans précédent, selon Kavoli. Dans une large mesure, la guerre a été exactement ce dont l'industrie de défense russe en difficulté avait besoin. Avant la guerre, la demande intérieure stable mais restreinte rendait les exportations cruciales. La Russie a toujours été très réticente à vendre ses armes avancées, mais cela a été encore plus vrai après qu'un missile Kornet vendu à Israël a été abattu et saisi par le Hezbollah. Durant la guerre du Liban de 2006, le Hezbollah a profité d'un commerce croissant de ses stocks jusqu'à la fin des années 2010. Des articles allant des fusils Kalachnikov à la gamme de chars TU, ainsi qu'aux avions de chasse Mikoyan Gourevitch et Sukhoi. Les ventes d'armes russes, bien que nettement inférieures à celles des États-Unis, permettaient au pays de se maintenir presque constamment au deuxième rang mondial des exportateurs d'armement. Cependant, à la fin des années 2010, la concurrence croissante de nouveaux acteurs comme la Chine, la Turquie et Israël avait déjà commencé à réduire la part de marché russe en Afrique et en Asie du Sud-Est, où elle était auparavant dominante. En 2019, les exportations avaient atteint leur apogée. Donc au moment où la guerre a commencé, une grande partie de l'industrie, estimée à environ 6000, les entreprises continuaient tant bien que mal, réalisant rarement des bénéfices pendant des années. La Russie compensait son manque d'efficacité par une capacité excédentaire et une grande flexibilité. C'est précisément sur cela que Poutine a misé pour permettre cette hausse massive de la production à l'automne 2022. Le rythme élevé de consommation de matériel et de munitions, ainsi que la résistance plus forte qu'anticipée, ont convaincu les Russes d'un engagement prolongé. En Ukraine, avec les sanctions en vigueur et la nécessité de réorganiser son économie et son armée, la Russie a commencé à se transformer en une véritable économie de guerre. Début 2023. En plus des capacités existantes, le gouvernement russe a transféré plus de 12 usines, dont plusieurs fabriques de poudre à canon, au conglomérat de défense publique Rostec. L'usine de poudre à canon de Kazan, l'une des plus grandes du pays, a modernisé et rationalisé sa production pour soutenir l'effort de guerre. Plus de 500 ouvriers ont été embauchés lors d'une vague de recrutement en décembre 2023. Cela a permis de tripler le salaire mensuel moyen à l'usine, atteignant 90 000 roubles par mois, pour environ 1100 employés. C'est une somme correcte en Russie, surtout pour les ouvriers de base, si l'on considère que le seuil de pauvreté là-bas est d'environ 175 $ par mois. De nombreux ouvriers se sont inscrits pour travailler dans les usines d'armement, faisant exploser la production. Poutine a affirmé en février 2024 que 520 000 nouveaux emplois ont été créés dans le complexe militaro-industriel, qui emploie désormais plus de 3,5 millions de Russes, soit 2,5% de la population. L'énorme masse salariale est une des raisons principales pour lesquelles les dépenses de défense de la Russie pour 2025 représenteront environ un tiers de son produit intérieur brut. C'est nettement moins que les 100% du produit intérieur brut que l'Ukraine dépense, ce qui la rend totalement dépendante de l'aide étrangère et de l'emprunt pour couvrir toutes ses autres obligations. Mais cela reste une proportion bien plus élevée que pratiquement n'importe quel autre pays sur Terre. Un an après, la production continue d'augmenter sans montrer de signes de ralentissement. Conformément au calcul de Kavoli, les usines russes affirment avoir livré 1500 chars de combat principaux en 2023, dont 1180 à 1280 avaient été réactivés à partir des stocks. Mais selon une enquête de mai 2025 menée par The Economist, les usines Ural Vagonzavod et Omsk Transmak, les plus grandes usines de chars de Russie, ont connu une activité nettement plus élevée en 2024 qu'en 2023. Il en va de même pour les usines d'Arzamas, véhicules blindés de transport de troupes, Kurgan Makhzavod et Motovolika, véhicules de combat d'infanterie. L'usine numéro 9 d'Ekaterinbourg, fabricant de canons pour obusiers et chars, et NPO Novata, développeurs des missiles Iskander, sont aussi en pleine expansion. C'est aussi le cas pour Volgorad Titan, Barikadi, où sont produits les systèmes Iskander, et NPO Splav à Tula, fabricant des roquettes Grad, Ouragan et Smerch. Le rapport note également une activité croissante à l'usine d'Alabouga, au Tatarstan, où sont produits les drones kamikazes iraniens Shahid-1, 3, 6 et leurs analogues russes, les Gerans. Il est vrai qu'une grande partie de cette production consiste à sortir du matériel obsolète des entrepôts, pour tenter de le remettre en état, et l'utiliser sur le champ de bataille ukrainien. La plupart des chars produits ne sont pas les nouveaux TM90M ProRiv, mais plutôt des versions rénovées des T80 et T72 plus anciens.
De nombreux systèmes d'artillerie soviétique rouillés ont été modernisés avec de nouvelles tourelles, canons et composants de guerre électroniques et anti-drones. La conversion d'anciennes bombes en missiles mortels, bombes aériennes de fabrication 500, 1500 et 3000, grâce à l'ajout de modules UPMK, se poursuit à un rythme effréné, à en juger par la fréquence des largages. Cependant, la Russie ne se contente pas de rénover de vieilles armes. La guerre en Ukraine a changé à jamais la nature des conflits armés. L'époque des batailles de chars, du combat rapproché et des duels aériens est terminée. Nous vivons maintenant dans une réalité de véhicules autonomes aériens, terrestres et marins, de guerre électronique, de missiles hypersoniques précis, d'essaims de drones furtifs dotés d'intelligence artificielle. Les Houthis auraient abattu 7 drones MQ-9 Reaper en un mois, chacun valant plus de 30 millions de dollars, avec des missiles ne coûtant que quelques milliers de dollars. L'Ukraine utilise des missiles Patriot à 4 millions de dollars, et des missiles NASAMS à 400 000 dollars pour abattre des Gérants 2 russes, qui coûtent entre 30 000 et 80 000 dollars. Le Bradley est peut-être un véhicule de combat d'infanterie bien supérieur au véhicule de combat d'infanterie blindé. 4 Russes, même selon l'aveu des Russes. Mais les nombreux Bradley calcinés et abandonnés dans la campagne ukrainienne maudite nous montrent qu'ils ne sont pas à l'abri d'un tir bien placé. Avec une munition rôdeuse First Person View abordable et simple, guidée par fibre optique, la donne a changé. Et tout le monde, y compris la Russie, l'Ukraine, la Chine et l'ensemble de l'OTAN, essaie frénétiquement de rattraper son retard. Selon les chiffres de CIPRI, la nouvelle course aux armements vise moins à augmenter les stocks d'armes existantes qu'à mettre en œuvre rapidement l'une des grandes améliorations mentionnées précédemment. Et à cet égard, le passage de la Russie à une économie de guerre à part entière lui a donné une sérieuse longueur d'avance. L'Ukraine a été l'occasion idéale pour la Russie, ainsi que pour les nombreux pays qui ont fourni des armes à l'Ukraine de tester leurs systèmes les plus récents, dans des combats réels, mortels et sur de longues périodes. Plus la guerre se prolonge, plus les deux camps ont de temps pour perfectionner leurs armes en les ajustant, les testant et les réajustant jusqu'à ce qu'elles soient prêtes pour la production. Les alliés occidentaux hésitent à fournir leur technologie de pointe à l'Ukraine, pour des raisons similaires à celles de la Russie. La peur que les armes tombent entre les mains de l'ennemi. Ils sont aussi, dans une certaine mesure, freinés par la nécessité d'obtenir l'approbation parlementaire et la validation du budget avant d'envoyer du matériel avancé à l'Ukraine. Non contraint par ces handicaps, la Russie a continué de tester et d'introduire de nouvelles armes, qu'elle peut présenter comme ayant été testées au combat, grâce à l'essor de sa production militaire. Les versions les plus récentes des chars TM, 90M, ProRiv et T-72 B3M ont été dévoilées lors du défilé de la victoire en mai 2025, inclut des systèmes de guerre électroniques et des cages spéciales autour du cou pour contrer les drones ennemis. Elles incluent également une protection renforcée en caoutchouc, installée à l'arrière de la tourelle, et du compartiment moteur-transmission. Deux faiblesses majeures bien connues. D'autres équipements, récemment présentés et conçus pour la guerre du XXIe siècle incluent l'hélicoptère d'attaque, Kamov K-52, le drone de reconnaissance pratiquement silencieux, Supercam S-350M, les véhicules de transport tout-terrain sans pilote Plaston, ainsi que la munition rôdeuse lancée Ezala améliorée, le système de chiffrement Mirage Drone, qui cache les drones First Person View à la détection, et les systèmes de surveillance Kalinka, pour détecter et localiser les signaux des stations de communication par satellite comme Starlink. Selon les Russes, ces systèmes sont maintenant disponibles à l'exportation et la demande est déjà élevée. Au moins 13 pays, dont le Qatar, l'Égypte, le Maroc, le Vietnam et l'Irak, seraient intéressés par l'achat du système de défense aérienne russe S-400 d'une valeur de 500 millions de dollars. Mais il y a également beaucoup d'intérêt pour une grande variété d'autres systèmes, selon Rosoboronexport, l'agence officielle d'exportation d'armes de l'État. Suite à l'exposition LAAD, Défense 2025 au Brésil en avril 2025. L'agence a déclaré être en pourparlers avec des partenaires en Amérique latine, Asie-Pacifique, Afrique, Moyen-Orient et la communauté des États indépendants. Plus de 100 projets de défense de pointe d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars, incluant des armes légères et des munitions, des systèmes de défense aérienne avancés, des hélicoptères polyvalents comme le K226T, le Su-57E des avions de chasse et des moteurs d'avion. Des missiles RR de pointe, des drones comme l'Orlan 10, l'Orlan 30 et l'Orion E, des munitions rôdeuses de nouvelle génération telles que la série QB et des technologies de guerre électronique. Il pourrait mentir ou exagérer, mais selon Boucher, le célèbre dicton de Mark Twain s'applique peut-être. Les rumeurs sur la disparition des exportations d'armes russes ont été très exagérées.
L'agence a souligné que les projets se concentreront sur la production conjointe de produits de défense russes, en mettant l'accent sur la fabrication dans les pays partenaires. Ces partenariats militaro-techniques, chers à Poutine, ont été un moyen clé mais sous-estimé par lequel la Russie a maintenu son influence militaire. Selon Poutine, malgré la baisse des exportations en Asie centrale et en Afrique subsaharienne, la Russie a conclu 40 accords avec des pays africains en 2023. La production conjointe d'armes russes, sous licence comme l'accord Su-30MK avec l'Inde et un accord proposé avec l'Égypte pour produire des chars TM-90MS, offre une échappatoire aux sanctions de type Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Il est donc tout à fait compréhensible que la Russie cherche et encourage de tels accords. Il pourrait être crucial pour l'Occident d'y mettre fin dès le début. La guerre en Ukraine finira un jour. Elle pourrait se conclure par une reddition totale de la Russie et l'anéantissement de son appareil militaro-industriel. Cependant, cela semble très improbable pour l'instant. Il est plus probable que la Russie se retrouve avec une économie de guerre dont dépendent des millions de citoyens. Des stocks croissants d'armes de plus en plus avancés, nulle part où les utiliser, et de nombreuses sanctions. Si c'est le cas, la Russie cherchera sûrement à exporter, directement ou via des partenariats, ce qui pourrait avoir des conséquences très négatives pour l'Occident. La Russie récupérerait probablement des parts de marché dans le monde en développement, les prenant aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la France. Elle lâche une longueur d'avance dans de nombreux domaines. De plus, la capacité de produire des armes à une fraction du coût des États-Unis, grâce à des coûts de production nationaux nettement inférieurs. Deuxièmement, combiner des accords militaro-techniques avec la production conjointe et la vente d'armes russes donnera à la Russie une influence profonde et durable chez ses partenaires. Nous avons déjà vu comment l'influence de la Russie dans les États du Sahel a conduit à l'éviction sans ménagement de la France d'une grande partie de ses anciennes colonies. Perdre des mines d'or, d'uranium et bien plus encore. L'Occident ne peut pas laisser une telle infection devenir une contagion. Les systèmes d'armes occidentaux sont en cours d'amélioration, bien qu'ils ne suivent peut-être pas encore le rythme de la Russie pour le moment. La France doit rapidement moderniser ses offres d'armes à l'exportation pour s'adapter à ce nouveau contexte. Il est probable que les futures armes occidentales surpassent celles de la Russie, comme ce fut le cas pour la génération précédente. Mais quel était votre avis sur la question ? L'industrie russe de l'armement revient-elle sur le devant de la scène ou est-elle dépassée ? Quelles nouvelles armes russes vous inquiètent éventuellement et pour quelles raisons ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.